Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius, aujourd'hui au bord du Grabosee, dans le Brandebourg. Oui, nous voilà tout seuls dans la forêt. Du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup me forcer pour croire ceux qui affirment avoir été témoins de phénomènes paranormaux par ici. Oui, il paraît que les âmes des morts continuent à hanter ces bois. En tout cas, une chose est sûre, des morts, il y en a eu beaucoup par ici. En effet, les histoires fantastiques ne manquent pas dans la région. Autrefois, ce lieu servait de sanatorium pour soigner les tuberculeux. Il a ensuite été transformé en hôpital militaire en 1945. Ces bâtiments sont maintenant déserts depuis 30 ans et on ne trouve plus âmes qui vivent à des kilomètres. À moins que... Personne ne sait réellement ce qui se passe ici, mais beaucoup trouvent cet endroit un peu spécial. Il serait en effet le théâtre d'événements paranormaux. En grec, para signifie à côté. On peut donc dire qu'ici, il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Et ce sont ces activités paranormales qui nous intéressent aujourd'hui. Que se cache-t-il vraiment derrière les phénomènes surnaturels? J'étais plongée dans mes pensées. Mon regard fixait le mur, un peu dans le vague. Je ne me souviens plus combien de temps je suis restée assise là. Puis j'ai eu comme une inspiration et j'ai regardé vers le ciel. Soudain, j'ai vu une forme, un visage. J'étais sous le choc. Voilà à quoi ressemblent plus ou moins tous les témoignages de personnes ayant vu des apparitions. Alors s'agit-il de rencontres paranormales, de visions d'une autre dimension, d'esprits, ou bien qui sait, de Dieu lui-même? Rien de tout cela, estime Rainer Rosenzweig, chercheur en psychologie de la perception et directeur du musée La Tour des Sens à Nuremberg. Personnellement, je pense qu'il y a une explication rationnelle pour tous les phénomènes auxquels on peut être confronté. Je ne dis pas qu'on peut la trouver à tous les coups, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Pour le scientifique, les apparitions s'expliquent très facilement. Faites le test. Fixez l'image de votre téléviseur sans bouger. Regardez-la bien, si possible sans cligner des yeux. Regardez-la encore un peu. Et maintenant, que voyez-vous? Avez-vous eu une vision, peut-être même religieuse? Eh bien non. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle une image résiduelle. Un phénomène qui se produit lorsqu'on regarde pendant longtemps une structure contrastée. Plus les cellules sensibles à la lumière qui tapissent la rétine sont exposées au même stimulus, et plus elles sont activées. Lorsque le stimulus disparaît et que le regard se pose sur une surface blanche, le ciel par exemple, la rétine continue à envoyer des signaux au cerveau. Il se forme une sorte de négatif, par exemple le visage de Jésus. On associe souvent les personnages barbus à Jésus-Christ. Du coup, quand un visage barbu apparaît, on croit voir Jésus, alors que l'image d'origine est très différente. Ce n'est pas un hasard si nous croyons souvent reconnaître des êtres à notre image. Depuis la nuit des temps, savoir repérer les membres de notre espèce nous permet d'éviter de mauvaises surprises. Notre cerveau est constamment à la recherche de motifs ayant un sens. Et nos motifs de prédilection, ce sont les visages. Chez le bébé, le monde tourne autour du visage de la mère. Puis au cours de notre vie, nous apprenons à reconnaître de nombreux visages. Pour nous, ils sont déterminants. On peut même dire que nous sommes des experts en reconnaissance de visages. Et vous aussi, faites une nouvelle fois le test et tentez de distinguer des visages dans ce dessin. L'apparence des esprits ne dépend pas des esprits eux-mêmes, mais de vous. Et lorsque les esprits s'adressent à nous, ils ne le font pas n'importe comment. En effet, c'est à l'époque de l'invention du Morse, au XIXe siècle, que les esprits ont commencé à communiquer en frappant. Aujourd'hui, des témoins affirment même recevoir des appels téléphoniques de la part d'esprits, parfois même des emails. Les amateurs de spiritisme tentent d'entrer en contact avec les défunts en faisant bouger un verre. Chacun doit toucher le verre du bout de l'index.
On pose ensuite les questions. Les réponses sont interprétées en fonction du sens dans lequel le verre se déplace. Une réponse du monde des esprits? Non. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur, connu depuis maintenant plus d'un siècle. En gros, un mouvement auquel on pense se concrétise de manière inconsciente. On ne peut pas le maîtriser car ces mouvements relèvent de l'inconscient. On ne s'en rend même pas compte. Lors d'une séance de spiritisme, tout le monde espère une réponse précise. Et inconsciemment, le verre est poussé par les participants. Sans oublier qu'un bras qui reste tendu pendant un certain temps finit par se fatiguer et se mettre à trembler. Autre moyen de faire appel aux forces surnaturelles pour répondre à nos questions, le pendule. N'importe quelle question peut être posée. Par exemple, est-ce que j'aime les hommes ou les femmes? Il faut d'abord déterminer quel mouvement signifie homme et quel autre signifie femme. À peine la question est-elle posée que le pendule apporte déjà des réponses précises. Là aussi, il s'agit d'un mouvement inconscient. Vous pensez à un cercle et tout à coup, sans vous en rendre compte, les muscles de votre doigt font bouger imperceptiblement le pendule. Dommage. Avec un peu de logique et quelques connaissances en sciences, la plupart des activités paranormales ont vite fait de devenir on ne peut plus normales. C'est là. Voici l'ancienne salle des fêtes. Selon des témoignages postés sur Internet, il y aurait ici une activité paranormale particulièrement intense. Waouh, quelle entrée! Bonjour, bienvenue dans ma réalité. Merci. Vous vous définissez comme magicien, illusionniste et mentaliste. Aujourd'hui, vous êtes donc notre expert en paranormal. Possédez-vous des pouvoirs surnaturels? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que vous faites? Je suis un artiste qui agit sur la perception. Comment faites-vous? Est-ce qu'on peut voir? Vous voulez qu'on fasse un test? Oui? Suivez-moi, je vous prie. Pierre, nous avons tous dans notre tête des images, des symboles. Nous peignons à notre œil mental des tableaux. C'est automatique, c'est une des facultés de notre cerveau. Je vais maintenant vous demander de penser à un symbole. N'importe quoi? Non, pensez au symbole que vous avez devant les yeux en ce moment même. Essayez de vous représenter ce symbole, cette image ou cet objet. D'accord? Très bien, ne dites rien. Puis-je maintenant vous demander de vous éloigner un peu et de m'attendre là-bas? J'ai quelque chose à faire avec Dörte. Dörte, êtes-vous actuellement en mesure de dire à quoi il pense? Non, pour le moment, je ne peux rien dire. Moi non plus, mais nous allons essayer de le découvrir en utilisant un vieil instrument employé par les occultistes, à savoir une boule de cristal. Regardez dans cette boule. Et lorsque vous voyez quelque chose, prenez-en tout simplement conscience. Concentrez-vous, je vous prie. Vous voyez quelque chose? Oui, ça vient. Que voyez-vous? Approchez-vous-en calmement. Je sais ce que c'est. Oui, je le vois. Vous le voyez? Oui. Incroyable. Dessinez-le sans nous le montrer. D'accord. Dörte, si tu te mets à lire dans mes pensées, je vais commencer à avoir peur. Voilà. Très bien. Approchez-vous, Pierre. Nous ne savons pas quel est le symbole, l'objet, l'image que vous avez vu. Commencez par nommer ce symbole, cet objet auquel vous avez pensé. Est-ce que tu l'as vu? C'était un lit. Un lit?
Voilà qui en dit long. Dirt, qu'avez-vous vu? Eh bien, Non. un lit. J'ai vu un lit d'enfant avec de jolies décorations anciennes. C'était bien ça? Et comment est-ce que tu as pu voir les décorations? C'est pas possible. Si, ça l'est. C'est quoi le truc? Est-ce que c'est du paranormal ou il y a une astuce? Non, ce n'est pas du paranormal. Le paranormal ne peut pas être prouvé scientifiquement. J'ai tout simplement induit votre perception en erreur à l'aide d'une certaine technique. Je préfère ne pas trop en dire là-dessus, mais sachez qu'il existe des moyens de tromper la perception du spectateur pour qu'il croie avoir vu quelque chose qui en réalité n'existe pas. Je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais moi, en tout cas, je n'ai rien compris. L'important, c'est que ça ait marché. Il faut dire que, comme la plupart des gens, nous ne croyons pas vraiment au paranormal. Du coup, lorsque quelque chose d'inexplicable se produit, cela a d'autant plus d'impact. Des ombres inquiétantes sur les murs. Des pas qui brisent le silence de la nuit dans un grenier auquel personne n'a accès. Des objets qui se mettent à bouger tout seuls. Depuis 2 ans et demi, il se passe des choses étranges chez Maria Schwartz. Pendant longtemps, elle n'en a parlé à personne, pensant que son imagination lui jouait des tours. J'ai commencé à prendre ça au sérieux et à vraiment y prêter attention lorsque des amis m'ont rendu visite. Ils ont eux aussi remarqué qu'il y avait des ombres sur le balcon et ils m'ont dit avoir entendu des pas au moment d'aller se coucher. J'ai été soulagée. Sans même que j'aie besoin d'en parler, je n'étais plus la seule à l'avoir remarqué. Mais d'un autre côté, je me demandais ce que ça pouvait bien être. Pour en avoir le cœur net, Maria se tourne vers les chasseurs de fantômes du Paranormal Research Group de Hambourg. Cette équipe s'est spécialisée dans l'étude des phénomènes inexpliqués, une activité que tous ses membres pratiquent à titre bénévole, en marge de leur véritable métier. L'intervention commence par un entretien détaillé. Les chasseurs de fantômes veulent tout savoir sur les manifestations constatées et sur l'histoire de l'appartement de Maria. Ils veulent également déterminer quels facteurs psychologiques peuvent influencer la perception de ces phénomènes. Les femmes de l'équipe, Daniela Pette et Doris Webb, sont infirmières. Elles savent que parfois, certaines maladies ou désordres mentaux peuvent suffire à faire voir ou entendre des choses. Lors de la première étape, l'équipe de tournage est autorisée à assister à la procédure. Après l'entretien, l'analyse commence. Les chasseurs de fantômes mesurent les radiofréquences et les champs électromagnétiques, ainsi que la température et l'humidité des pièces les plus touchées. Il existe une théorie selon laquelle, avant et après l'apparition d'événements paranormaux, on peut constater des fluctuations au niveau des températures et du champ électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le point froid. Une âme, ou peu importe le nom qu'on lui donne, aspire l'énergie et c'est comme ça qu'on peut déterminer sa présence. Les points froids sont donc suspects. Mais les chasseurs de fantômes savent que ces fluctuations peuvent aussi avoir une explication rationnelle. Les ampoules à économie d'énergie sont très pratiques car elles permettent de dépenser moins d'argent, mais elles émettent également d'importants champs électromagnétiques. Elles peuvent par exemple donner l'impression qu'on distingue des ombres, ce genre de choses. C'est une des théories possibles. Maria espère s'en tirer avec ce genre d'explication. J'espère bien évidemment qu'on va me dire que ce qui se passe chez moi s'explique de façon rationnelle. Par contre, s'ils me disent que quelque chose ne va pas, je ne serai pas rassurée. Les membres de l'équipe croient dur comme fer aux phénomènes paranormaux, mais estiment qu'ils sont très rares.
Ils commencent donc toujours par rechercher de possibles causes naturelles. Pour le bruit de pas dans le grenier, ils installent caméras et détecteurs de mouvement. Le quadrillage laser doit permettre de rendre visibles d'éventuelles ombres surnaturelles. Grâce au test de mouvement, l'équipe va tenter d'attirer les esprits. Le déplacement d'objets symboliques indique une présence paranormale. Pour finir, le groupe tente d'établir un contact direct avec les esprits potentiellement présents lors d'une procédure appelée « sit-down ». Si vous nous comprenez, pouvez-vous nous faire un signe? Mais les esprits ne se manifesteront pas cette nuit. Ce soir, nous n'avons recueilli aucune réaction directe. Mais il est possible qu'on distingue une ou plusieurs voix lors de l'analyse de l'enregistrement audio. Non filtré, je l'espère. Mais même l'analyse ne donnera rien. Du moins, pour l'instant. De notre côté, nous n'avons toujours aucune explication rationnelle pour le coup de la boule de cristal. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je vais dessiner une boule de cristal symbolique. Dörte, je vais vous demander de penser à une personne qui vous est proche. Pensez à son prénom et à l'endroit où elle se trouve actuellement. Rome, Londres, New York, Paris, peu importe. Écrivez son prénom dans la boule, pliez le papier et serrez-le dans votre main. Dites-nous quand vous êtes prête, d'accord? Je ne regarde pas. Allez-y. C'est bon. Nous allons maintenant procéder à un petit rituel. Attention, je vais maintenant vous demander de brûler le papier. Et pendant qu'il part en fumée, je vais vous poser quelques questions auxquelles vous répondrez par oui, non ou je ne sais pas. La personne à laquelle vous pensez, vous est-elle apparentée? Non. Mais c'est une personne avec laquelle vous êtes ami. Oui. Cette personne est de sexe féminin. Oui. Elle a à peu près votre âge, n'est-ce pas? Oui. À peu de choses près. Très bien. Cette personne, vous la connaissez depuis très longtemps? Oui. Cette personne vit ici, dans ce pays. Oui. Cette personne va vous envoyer un email dans les jours qui viennent. Si c'est le cas, passez-lui le bonjour de ma part. La personne à laquelle vous pensez est une femme. Elle vit à Cologne et elle s'appelle Corinna. Presque. Presque. En fait, Quoi? c'est... Cordula. C'est ça! Salut Cordula! C'est ma meilleure amie, c'est pas croyable! Eh si, Bravo! Alors c'est quoi le truc? il n'y a pas de truc. Vous ne pouvez pas nous en dire plus? Je vous ai soutiré certaines informations grâce aux questions que je vous ai posées. Vous n'êtes pas allé voir son Facebook? Non, on appelle ça la lecture à froid. Je pose quelques questions et j'observe les réactions, les battements de cils, la respiration, le mouvement des lèvres, les mimiques et le positionnement du corps. L'habitus me permet de savoir si je suis dans le vrai ou pas. C'est comme ça que travaillent les voyants, les cartomanciens et les forains. Tout le secret est là. Merci à vous, même si vous ne nous dites pas toute la vérité sur votre technique. Pour nous, la rencontre entre paranormal et science est évidemment fascinante. Une fois par an, à Würzburg, en Allemagne, se tient d'ailleurs une rencontre qui n'a rien de magique, vous allez le voir, mais qui peut rapporter gros. La récompense se monte à 10 000 €, cash bien sûr. Pour décrocher le gros lot, il suffit de prouver que l'on possède des facultés surnaturelles. Cet homme affirme pouvoir identifier des œufs bio grâce à son pendule. Celui-ci dit être sourcier. Quant à eux, ils pensent que tout cela n'est rien de plus que du charlatanisme, mais sont prêts à se laisser convaincre du contraire. La société de recherche sur les phénomènes paranormaux réunit des scientifiques qui ne croient pas au surnaturel, jusqu'à preuve du contraire. Wolfgang Raschke est autrichien.
Il compte bien les convaincre de ses talents. Il n'y a pas que moi qui perçois les effets négatifs d'une source souterraine. Les arbres aussi. Je peux le prouver avec ceci. Le pendule tourne sur la gauche, le côté négatif. Je ressens fortement cette déviation. Et l'arbre aussi. Mais Wolfgang peut percevoir encore bien d'autres choses. Où se cache l'œuf bio? Le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La réponse est claire. Mais pourquoi? L'énergie qui émane des plantes et des produits de la terre est en fait de l'énergie solaire. Elle est absorbée par le corps et chez moi, elle se transforme en mouvement rotatoire. Ce que peut apporter un pouvoir de ce genre peut être 10 000 €. Wolfgang compte bien rafler la mise en passant le test de l'université de Würzburg. Au préalable, le pendule doit être calibré. Nous avons ici le numéro 3. Pour cette mise au point, le candidat sait où se trouve l'œuf bio. Si le pendule réagit correctement, c'est la preuve que la méthode fonctionne en conditions de laboratoire. Il faut refaire ça 13 fois? Avez-vous senti une différence avec le numéro 3? Absolument. Pour le candidat Edwin Dufner, en revanche, la réussite n'est pas au rendez-vous. Il y a trop de lignes électriques dans le laboratoire. Ça ne va pas. Sa baguette de sourcier ne veut rien savoir. C'est pas possible. Tous les tests se déroulent selon un protocole standard. Le groupe A détermine de façon arbitraire l'endroit où les objets doivent être cachés, prépare le test et consigne chaque détail. Il doit ensuite quitter la pièce. C'est devant le groupe B que se déroule l'expérience. Dans ce groupe, personne ne sait où sont cachés les œufs bio. Enfin, le groupe C vérifie sous quel contenant se trouve l'œuf bio. Le résultat est également consigné. Le groupe C ignore ce que les groupes précédents ont inscrit. À la fin du test, on compare les résultats des 3 groupes, à commencer par les protocoles des groupes A et C. S'ils concordent et que l'œuf bio est bien caché sous le même contenant, on procède au comparatif avec le groupe B. Toute erreur est ainsi exclue. Wolfgang doit se soumettre à cette procédure à 13 reprises pour que les résultats soient valables d'un point de vue statistique. L'Autrichien semble sûr de lui. Son pendule ne se trompe jamais. Edwin, en revanche, n'est pas en veine. Les scientifiques procèdent enfin à l'analyse des données. Combien de fois Wolfgang et son pendule ont-ils été dans le vrai? Ça veut dire quoi? Vous avez eu tout faux. De son côté, sur 50 tentatives, Edwin a tapé juste moins de 25 fois. Ça veut dire que vous avez eu moins de réponses justes que la moyenne. À peu de choses près. En gros, vous auriez obtenu les mêmes résultats et en vous épargnant tous les efforts que vous avez déployés en choisissant au hasard. Très bien. Vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Ça m'a fait plaisir d'être là et d'avoir pu participer. N'allez pas croire que ce soit une affaire d'opinion. Nous réalisons des tests objectifs et sans préjugés. Si vous aviez eu de réelles facultés, vous auriez tapé juste dans 99,9% des cas. Mais aujourd'hui, d'après les données que nous avons récoltées, ce n'est pas le cas. Comme chaque année, personne ne repartira avec les 10 000 € en poche. Mais de nouveaux tests seront organisés l'an prochain et la cagnotte sera remise en jeu. Un point pour la science. On ne peut pas dire qu'on soit très étonné, hein?
Ne sois pas si sceptique. Heureusement qu'il y a encore des mystères à élucider. C'est ça qui nous rend curieux. La vérité est ailleurs. En tout cas, voilà une émission d'où je repars avec encore plus de questions qu'à l'arrivée. C'est pas faux. Mais ça me va. Allez, à la prochaine. Abracadabra. Au revoir. Au revoir et restez curieux.